Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Hello. Ici Hélène. Et Mélanie. Hello. Pour vous raconter des histoires horribles. Oui. On entend les petits oiseaux. Je sais pas si on les entend. Non, c'est Comme sûr en que c'est background. juste dans nos écouteurs qu'on entend comme vraiment fort tout autour, mais je pense pas qu'on les entende dans le podcast. Non? Non, je pense OK. pas. Vous nous le direz si vous Vous nous le entendez les direz. petits oiseaux. Je sais que c'est un gros épisode aujourd'hui. Oui. Tu m'as dit ça? C'était censé être un petit, puis finalement, 14 pages. Bon. Fait qu'on... Veux-tu faire un mini shout-out? Puis Oui. après ça, on se lance direct? Il y a... j'ai écrit « Allô à Laurence qui vit à Kapuskasing en Ontario, qui apparemment nous écoute maintenant grâce à Annabelle. Yeah! Donc, hello Laurence Allô. qui habite à Kapuskasing. Kapuskasing. Et aussi, je tiens à dire que je suis maintenant très reconnue pour haïr ma propre voix. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit, Claudie, elle me dit que quelqu'un qui nous écoute, qui dit que ma voix, c'était comme du ASMR. Et Wow. je l'ai vraiment pris comme un compliment. Ben oui, vraiment. Fait que merci Claudie de m'avoir dit ça. Ça m'a vraiment touchée. Puis, il y a aussi beaucoup de monde qui nous écoute pour s'endormir. Fait que... Oh! On pourrait parler avec une voix un peu Ouais. plus suave. Fait que, pour s'endormir avec ces histoires-là, mettons. Ouais. Ouais, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je suis comme, pas de jugement parce que je fais la même chose. Pour t'endormir. Ouais, je mets des podcasts de true crime pour m'endormir. Puis tu fais pas de cauchemar. Non. Non, c'est genre... Ça sonne un Alors, peu... ils ont découvert son corps en... 47 coups de couteau, le sang gicle partout. Oh my God. Je te jure. Ça n'a pas de bon sens. Mais parlant de tout ça, je te Oui. raconte aujourd'hui l'histoire. J'y ai donné un titre. Je Ok. m'excuse pour une fois. Ben non, mais j'aime ça. Je l'ai quand tu donnes appelé les titres. The Eliminator. Et il faut qu'il soit en anglais. Tu vas comprendre. OK. Le Don't come at me, OK? Vous allez comprendre quand vous allez écouter l'histoire. OK? OK. Donc, mes sources, Canadian Crimeopedia, CBC News, National Post, BBC, Crime Junkie et Canadian True Crime. On est à Ancaster, une petite communauté dans la ville d'Hamilton, en Ontario. Tim Bosma, 33 ans, et sa femme Charlène, puis sa fille de 2 ans, habitent une petite maison puis vivent une vie tranquille, paisible. Tim et Charlène prévoient agrandir la famille bientôt, mais les temps sont durs, leur situation financière est un peu difficile, donc ils décident de vendre leur voiture pour en acheter une plus petite. Ah oui, je la connais. C'est ça. Ah oui, oui. Ouais, bonne histoire, là. OK. Ils placent donc une annonce sur Kijiji pour vendre leur camion Dodge Ram 3500 diesel 2007 noir. Le soir du 6 mai 2013, après avoir mis leur fille au lit, Tim et Charlène attendent 2 hommes qui souhaitent acheter le camion. Les hommes ont téléphoné à Tim un peu plus tôt dans la journée, puis ils se sont donné rendez-vous à 19h chez Tim et Charlène. Il est maintenant 19h30. Les hommes appellent Tim puis ils disent qu'ils sont en route, mais ils sont en retard parce qu'ils partent de Toronto puis il y a du trafic. À 21h20, ils arrivent enfin. 2h30 en retard. Quand même. Et on peut comprendre pourquoi ils sont en retard. Ils sont à pied. Hum. Tim, il comprend rien. Il dit comment ils ont pu venir de Toronto à pied. Genre, en auto, c'est 1 heure de route. Ouais. Puis là, il explique qu'il y a un ami qui les a déposés au Tim Hortons plus loin, puis ils ont fait le reste à pied. Okay. Donc là, Tim ne pose pas trop de questions parce qu'il veut juste vendre son camion, puis il est rendu tard. Donc, les 3 hommes montent dans la voiture et quittent pour l'essayer. Charlène reste à la maison. 1 heure passe. Charlène appelle, elle texte Tim. Il répond pas. Là, elle commence à s'inquiéter. Après, elle appelle comme des amis de la famille pour voir s'il ne serait pas arrêté chez quelqu'un. Tu sais. Mm-hmm. Pas de nouvelles de Tim. Elle a un mauvais pressentiment. Elle appelle la police. Le lendemain matin, le 7 mai, toujours pas de traces de Tim ni des 2 hommes. Là, la police, elle commence les recherches. Tim est bien connu dans la communauté parce qu'il est super actif au sein de son église.
C'est un mari dévoué, un homme travaillant et un excellent père. C'est aussi un bel homme, blond aux yeux bleus, avec une petite fossette dans le menton, comme sa fille. Hmm. Quand les gens du coin apprennent sa disparition, ils mettent sur pied une escouade qu'ils appellent The Bosma Army, Oh. l'armée Bosma. Ils lancent une campagne sur les réseaux sociaux, puis ils forment des équipes de recherche pour le retrouver. Wow. Le mercredi 8 mai, la police annonce que l'affaire, qui était traitée comme une disparition, est transférée au département des homicides. Oh, oh. Tout le monde est sous le choc. La police locale demande l'aide du public pour trouver le camion Dodge Ram noir de Tim. Vers 22h ce soir-là, Charlène reçoit un appel à la maison. Sur l'afficheur, c'est écrit « Tim Bosma ». Donc là, son cœur arrête. Elle n'est pas capable de décrocher. Sa sœur qui était là était venue la soutenir et elle répond. Au bout du fil, c'est malheureusement pas Tim, c'est une réceptionniste d'une entreprise qui est située à Brentford. Brentford, c'est une ville à environ 20 minutes d'Ancaster. Il y a en fait un employé qui a trouvé le cellulaire de Tim puis qui l'a rapporté à la réception. Donc, la réceptionniste, elle a allumé le téléphone puis elle a appelé au numéro qui est enregistré sous le contact, appelé maison. Donc, Charlène relie l'information aux policiers qui se rendent immédiatement à Brentford pour récupérer le téléphone de Tim. T'imagines, tu vois Tim... Ton cœur arrête. Oh my God. Sur place, les policiers rencontrent la réceptionniste à qui la sœur de Charlène a parlé, puis ils visionnent les vidéos de surveillance de l'entreprise pour voir si Tim ne serait pas passé. Malheureusement, ça mène nulle part. Les enquêteurs analysent alors les relevés téléphoniques des cellulaires de Tim. Les 2 derniers appels sont du même numéro. Donc, les enquêteurs effectuent une recherche sur le numéro et découvrent qu'il est lié à un homme du nom de Lucas Bate. Dans les relevés téléphoniques de Lucas Bate, les policiers découvrent qu'il a contacté 2 autres hommes qui vendent aussi des Dodge Ram 3500 diesel. OK. Très spécifique. Ils vont à la rencontre du premier, qui s'appelle Omar Palmili. Omar raconte à la police qu'il a parlé au téléphone avec un homme qui voulait acheter son camion. Ils ont prévu un rendez-vous le dimanche 5 mai, donc la veille. Mais finalement, Omar s'était endormi puis il a oublié le rendez-vous. Ça y a, il a échappé. La vie, d'avoir fait une petite sieste. Les policiers vont ensuite rencontrer le 2e propriétaire du Dodge Ram qui avait été contacté, qui s'appelle Igor Tumeniko. Igor, il raconte exactement la même chose. Il y a un homme qui l'a contacté pour fixer un rendez-vous pour acheter le camion. Il s'est endormi? Non. Non. Comme avec Tim, les 2 hommes se sont présentés au rendez-vous à pied. Toujours, classique. Igor fait une description des 2 hommes qui est très semblable à celle de Charlene qui avait décrit les 2 hommes aussi aux policiers. Il y en a un qui est petit qui portait un coton watté avec la capuche sur la tête. L'autre est plus grand puis il portait un sac bandoulière. Puis lui, il a un tatou sur le poignet qui est écrit « Ambition » dessus. La différence avec Tim, c'est que Igor, lui, il est revenu chez lui. Les hommes, ils ont simplement dit qu'ils ont essayé le camion, dans le fond, ils sont partis, puis après ça, ils sont venus, puis ils ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés finalement à acheter le véhicule, puis ils sont partis. La théorie des policiers, c'est que Igor, c'est un soldat de l'armée qui est grand, bien bâti. Fait que peut-être que les 2 hommes, ils auraient peur, puis ça, comme, on pourrait pas le maîtriser, celui-là. Fait qu'ils sont revenus. Donc, la police tente ensuite de retracer le fameux Lucas Bate. Ils trouvent l'endroit où le téléphone a été acheté. Ils se rendent au magasin et tentent de voir Lucas Bate sur les images de vidéosurveillance, mais ça fait trop longtemps que l'appareil a été acheté, donc il n'y a plus le footage. Le vendeur réussit quand même à dénicher l'adresse qui est liée au compte de Lucas Bate, avec le numéro de téléphone. Okay. Les policiers se rendent à l'adresse, mais c'est pas une maison, c'est l'adresse d'une école secondaire. Une école secondaire qui a d'ailleurs jamais eu d'élève nommé Lucas Bate. Donc, ils réalisent qu'ils suivent des fausses pistes, puis que c'est une fausse adresse, c'est probablement un faux nom. C'est un burner phone, dans le fond. Découragés, ils retournent au poste, puis ils continuent d'enquêter. Heureusement pour eux, ils reçoivent un coup de téléphone qui va changer le cours des choses. Il y a un policier d'un autre service de police de l'Ontario qui les contacte, puis il dit qu'il sait c'est qui l'homme avec un tatou sur le poignet écrit « Ambition ». Il s'agit de Dylan Millard. C'est qui ça? C'est un gars qui a de l'ambition. Dylan Millard, né le 30 août 1985, donc il a aujourd'hui 27 ans. Ben, pas aujourd'hui, mais en 2013.
Dans le aujourd'hui de ton histoire. Dans le aujourd'hui de mon histoire, exactement. C'est l'unique fils du multimillionnaire Wayne Millard, qui est président de l'empire familial Millard Air. Millard Air, c'est difficile à dire, Millard Air, a été fondé par le grand-père de Dylan, qui s'appelle Carl Millard, en 1963. Donc, jusqu'en 90, Millard Air était une compagnie aérienne, puis ses opérations ont cessé en 90 à cause de difficultés financières. Et l'entreprise a ensuite été relancée en tant que société d'entretien et de réparation d'avions sous le nom Millard Air MRO. La compagnie vaut plusieurs centaines de millions de dollars. Les parents d'Hélène, c'est vraiment qu'ils se sont rencontrés dans les années 70 quand Wayne était pilote d'avion pour Air Canada, puis sa future femme, Madeleine Burns, était agente de bord. Une petite classique pilote agente de bord. Le 30 août 99, le jour de son 14e anniversaire, Dylan établit un record en devenant le plus jeune Canadien à piloter seul un hélicoptère et un avion le même jour. Oh. Record qu'il détient toujours aujourd'hui. Ambition. T'as juste retenu ça? Ses parents divorcent quand il est tout jeune, puis il est très affecté. Madeleine déménage alors à Kleinburg, au nord de l'Ontario. À 27 ans, le 27 ans de l'épisode, oui. Dylan possède plusieurs propriétés valant quelques millions de dollars chacune et y collectionne les voitures de luxe. Collectionne. En juillet 2011, Dylan commence à travailler pour son père à Millard Air, puis c'est très connu au sein des employés que les deux hommes, ils s'entendent vraiment pas bien quand il est question de gérer l'entreprise familiale. Wayne, il a beaucoup d'ambition. C'était même pas voulu. C'était même pas voulu. Wayne a beaucoup d'ambition en ce qui a trait à l'avenir de la compagnie, mais Dylan, il veut pas qu'il investisse tout l'argent de l'entreprise dans des projets risqués. Ils s'entendent vraiment pas bien. Le week-end, Dylan est connu pour être un gars de party. Il organise des grosses fêtes arrosées au bord de sa piscine dans sa mansion et il habite dans la banlieue d'Etobicoke. Il est aussi très populaire auprès des femmes. Okay. Il faut dire. C'est un beau gars. Un beau bonhomme. Et jusque-là, il mène une vie de rêve. Malheureusement, le matin du 29 novembre 2012, Dylan y retrouve le corps inerte de son père dans son lit. Wayne Millard, 71 ans, s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. À peine 6 mois après le décès de son père, le 10 mai 2013, Dylan reçoit la visite du sergent-chef Paul Hamilton et de son collègue alors qu'il est en train de travailler dans les bureaux de Millard Air à Waterloo. Les policiers expliquent qu'ils sont à la recherche d'un certain Tim Bosma et qu'ils demandent à faire un tour rapide des lieux. Ce que Dylan ne sait pas, c'est qu'ils viennent en fait vérifier si Dylan a bien le tatou Ambition sur le poignet. Le tatou est là. Alors, les policiers font ce qu'ils ont à faire. Quand ils quittent, Dylan est aussitôt placé sous surveillance. Le même jour, l'organisme Crime Stoppers reçoit un appel de la part d'un employé de Millard Air qui s'appelle Arthur Jennings. Arthur raconte que le lendemain de la disparition de Tim, les hauts placés de l'entreprise ont envoyé un mémo à tous les employés. Le mémo disait « Politique de l'aéroport, personne n'a accès au hangar aujourd'hui, même pas pour récupérer quelque chose. » Tu sais, les gros hangars où qui storent les avions. Ouais. Aussi, Arthur il dit avoir vu ce jour-là un camion Dodge Ram noir sans plaque d'immatriculation dans le hangar. Il trouvait le véhicule étrange parce que les sièges avant avaient été retirés. Le lendemain, le camion avait disparu, mais heureusement, Arthur il a pris des photos qu'il a envoyées à la police. Il est normalement hot. Il est hot. Donc, clairement, lui, il écoute du true crime. Tu vois quelque chose de louche, je prends une photo. Donc, grâce aux photos, ils peuvent rapidement confirmer qu'il s'agit bel et bien du camion de Tim Bosma. Les enquêteurs ont maintenant assez de preuves pour mettre Dylan Millard en état d'arrestation. Puisqu'il est déjà placé sous surveillance, il est facile de le retrouver pour l'arrêter. Donc, le 11 mai, il est intercepté lorsqu'il est au volant de sa voiture à Mississauga. Il s'arrête. Il y a un policier qui s'approche de la ville du conducteur avec son arme à la main parce qu'il sait qu'il est dangereux. Dylan, il s'identifie, puis il sort du véhicule. On lui passe les menottes. On l'amène au poste. Dans ses poches, il y a 350 $ cash, puis 3 gants en latex noir. Dans la voiture, on retrouve un deuxième set de clés. Les clés de Tim Bosma.
Dellen est emmené au poste, puis est accusé de séquestration et de vol de plus de 5 000 $. Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas assez pour L'accuser de meurtre, donc ils font n'importe quoi. Ils l'accusent de n'importe quoi juste pour le garder. Donc là, il leur faut des preuves, puis surtout, on doit retrouver Tim Bosma. Heureusement, des preuves, c'est pas ça qui va manquer. La police obtient des vidéos de surveillance qui viennent d'entreprises d'Ancaster, de Brantford et de Cambridge, des villes qui sont tout autour. Sur les vidéos du soir où Tim a disparu, on voit le camion de Tim conduit par un homme, mais pas par Tim, et Dellen derrière lui qui le suit au volant de sa propre voiture. Vers minuit, les deux véhicules entrent dans le hangar de Millard Air à Waterloo et il y a une remorque qui est attachée à l'arrière du Dodge Ram de Tim. Dellen et son complice stationnent les voitures, puis ils entrent dans le hangar à pied. Sur la vidéo de surveillance de Millard Air, on aperçoit une gigantesque flamme qui sort de la remorque. Mais on ne voit pas à l'intérieur, mais on voit clairement que la flamme, elle brûle toute la nuit. Oh, OK. C'est le lendemain matin, après ça, que les employés ont reçu le mémo qui disait qu'ils n'avaient pas le droit d'aller dans le hangar, puis c'est là qu'Arthur a vu le camion de Tim. Mais là, il disait, après ça, le camion, je suis retournée dans la main, il n'était plus là. Où est le camion de Tim? Et où est Tim? On commence par le camion. Le dimanche 12 mai, ironiquement, le jour de la fête des mères, la police reçoit un appel de la part du voisin de Madeleine Burns, qui est la mère de Dellen. Le voisin raconte qu'une gigantesque remorque est apparue dans l'entrée de sa voisine dans la nuit de jeudi à vendredi, donc 3 jours après la disparition de Tim. Apparemment, il dit la remorque est vraiment, vraiment grosse, c'est weird. OK. La police se rend chez la mère de Tim. La grosse remorque est là. Lorsqu'il l'ouvre, il trouve le camion Dodge de Tim. Imagine pour mettre un camion. Ouais, la remorque c'est est grosse. Très, là. très grosse remorque. Mais tu sais, vu qu'ils ont une compagnie d'avions avec des gros équipements, il y a accès à quand même du gros stock. Donc, comme l'avait décrit Arthur, les bancs à l'avant ont été enlevés et la vitre du côté passager est éclatée. Après une fouille approfondie, on trouve dans le véhicule une douille, des résidus de poudre et plusieurs empreintes digitales qui appartiennent à Dellen et à Tim. Le luminol révèle du sang qui a été nettoyé, mais partout à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y en a sur la console centrale, les tapis, le tableau de bord, la porte du côté passager, même sur le silencieux en arrière. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les sièges? Parce qu'il y avait probablement, il était trop imbibé. Oh boy. Et finalement, il y a même une bâche dans la boîte arrière qui a plein de sang dessus. Donc là, on a le véhicule. Reste à trouver Tim. Les enquêteurs demandent des mandats pour fouiller les demeures de Dellen, mais ils ne savent pas par où commencer parce qu'il y a 4 maisons. Il est propriétaire d'une mansion, il est propriétaire d'une terre agricole, puis il y a aussi 2 appartements. Donc là, il décide de commencer avec la ferme sur la terre agricole à Waterloo parce que si tu veux cacher un corps, ce serait quand même là que ça se passe. Mieux que dans un appartement. Exactement. Donc, ils se rendent sur les lieux et les policiers, ils croisent un homme qui s'appelle Chaz Main, qui est sur un 4 roues. Puis ils posent des questions. Ils disent, tu connais-tu Dellen? T'as-tu vu quelque chose de louche dans les environs dans les derniers jours? Et là, Chaz, il dit qu'il connaît pas Dellen, mais il a vu quelque chose de vraiment weird dans le bois, pas loin. Il dit c'est une machine qui décrit comme un fumoir de redneck. OK. Donc là, les policiers sont... What the fuck? Fait que là, il dit, suivez-moi, je vais vous montrer. Après quelques minutes à s'enfoncer dans le bois, les 3 hommes, ils se trouvent devant un énorme incinérateur industriel de 10 mètres de haut. Oh. La machine est reliée à une bonbonne de propane de 45 kilos. Pour information, une bonbonne de propane de 45 kilos, c'est à peu près 5 pieds de haut, puis ça pèse 200 livres. C'est gigantesque. Sur le côté de la machine, il y a une insigne en grosses lettres rouges sur laquelle on peut lire « The Eliminator ». Un incinérateur de cette taille-là sert normalement à incinérer des gros animaux morts. La température à l'intérieur peut monter jusqu'à 760 degrés. 760 degrés. Une machine comme ça vaut à peu près 15 000 $. C'est pas si cher. C'est pas si cher. Non. Ben pour la grosseur, c'est ça. C'est énorme. La puissance. Donc, pas très loin de The Eliminator. C'est pour ça que je ne l'ai pas traduit. C'est trop drôle. L'éliminateur. Il y a une petite clairière. Les policiers ils se rendent, puis ils découvrent aussi
une excavatrice et juste à côté, il y a deux grosses traces noircies sur le sol. Comme sur les traces noires, il voit 3 ceintures de sécurité. Oh. Rendu là, ils sont pas mal certains que The Eliminator a servi à éliminer Tim Bosma, mais il faut encore le prouver. Donc, on fait appel à Dr. Tracy Rogers, qui est une médecin légiste très expérimentée. Fun fact, c'est elle qui a analysé les restants humains qui ont été trouvés sur la ferme de Robert Pickton. Oh! Elle est bonne, la fille. Ouais. Elle fait les pires cas ever. Donc, Dr. Rogers entre dans l'incinérateur, puis c'est elle qui va fouiller pour trouver la moindre trace. Ouais, c'est ça. Elle réussit à trouver 58 fragments d'os puis une dent qui totalise 503 grammes. Rien. C'est pas clair que je viens de dire. Les 58 fragments d'os puis la dent, quand tu les pèses, au total, ça fait 500 grammes. C'est... Même pas une livre. Non, c'est ça. C'est rien. À peine plus qu'une livre. Donc, c'est vraiment pas beaucoup pour tester. Mais à le test, pareil, ils mettent toutes les chances de leur côté et ils réussissent pas à trouver de l'ADN, mais est tout de même capable de confirmer que ce sont bien des os humains, donc pas d'animaux. Et il dit aussi que ces os viennent d'un homme qui est autour de la quarantaine. OK. Le 14 mai 2013, la police annonce publiquement le décès de Tim Bosma et déclare que Dylan Millard est inculpé de meurtre au premier degré. Mais évidemment, l'enquête ne se termine pas là parce qu'on cherche toujours le complice de Dylan. Oui, c'est parce ça. qu'il était 2. Oui. Les funérailles de Tim Bosma ont lieu le 22 mai 2013 au Carmen's Event Center à Hamilton. Je le mentionne parce que c'est l'endroit où Tim et Charlene se sont mariés en 2010, 3 ans avant. Oh my God. Au total, il y a eu 1800 personnes qui viennent dire adieu à Tim puis lui rendre hommage. Et un peu plus tard, la même journée que les funérailles, la police fait une deuxième arrestation pour le meurtre de Tim Bosma. Il s'agit d'un homme de 25 ans qui s'appelle Mark Smich. Smich. Mark Smich. Mais il n'y a pas... On va faire du ASMR avec son nom. Smich ou Smich? Smith? S-M-I-C-H. Smich? S-M-I-C-H? Smich? 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 Smich. Je veux dire, si. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Smich? C'est plus facile à dire. Ouais, ça sonne mieux. Mark Smich vient d'Oakville, qui est une ville située entre Hamilton et Toronto. Et, comme je l'ai dit, il a 25 ans. C'est un grand mince et les cheveux rasés. Mark vit une vie complètement opposée de celle de Dylan Millard. Il a abandonné l'école au secondaire, puis c'est un vendeur de drogue. Lui et Dylan sont quand même amis, puis ils passent beaucoup de temps ensemble. Attends, ça marche pas. Je veux pas dire quand même amis. C'est pas parce que t'es un dealer de drogue que t'as pas le droit d'être ami avec lui. C'est pas fin. Même si c'est un dealer de drogue, il y a des amis. Il a abandonné l'école au secondaire et il est vendeur de drogue. Lui et Dylan sont amis et ils passent beaucoup de temps ensemble. Les proches de Mark disent même qu'il y a une très grande admiration pour Dylan. Les acolytes, ils collectionnent les petits délits. Leur passe-temps favori est de faire des vols qu'ils appellent des missions. Ils volent un peu de tout. Ça a l'air même des tondeuses. Des tondeuses? Mais ils ont une préférence pour le vol de voitures. Le but de cette activité-là n'est même pas de revendre les trucs qu'ils volent pour faire de l'argent parce qu'ils détruisent tout. Ils volent les trucs puis ils détruisent. Donc, c'est vraiment juste l'adrénaline que le vol leur procure. Et oui, parce que c'est certain que Millard, il est ultra riche. Là. C'est ça. Il a zéro besoin de voler des choses. Exactement. Il est juste vraiment cave. Oui. Okay. Tu l'as bien cerné. Okay. C'est exactement ça. Donc, comment la police fait pour se rendre jusqu'à l'arrestation de Mark Smich? Notre cher Mark a aussi un autre passe-temps. C'est un rappeur. Au mois de mai 2013, Mark publie sur YouTube un vidéoclip d'un rap qu'il a composé. Dans la vidéo, on voit un homme qui semble découper un corps ensanglanté dans une pièce sombre recouverte de plastique. On voit pas bien, évidemment, l'homme dans la vidéo, mais il ressemble beaucoup à Mark. Et aussi, dans le générique de la fin, c'est écrit dans le rôle de The Killer, le tueur.
c'est interprété par Mark S. Donc, c'est quand même... il s'incrimine lui-même. Mark, il supprime la vidéo un peu après l'avoir publiée, mais elle avait été déjà partagée plusieurs fois, entre autres avec la police. Mais c'était pas un vrai corps, mettons. C'est pas quelqu'un qui tue. Pour non. vrai, c'était genre non, une mise en scène. C'est une mise en scène, oui. Mais quand même, c'est cave. Vraiment. Voici d'autres preuves en rafale qui lient directement Mark Smith au meurtre de Tim Bosma. Donc, Charlène identifie Mark comme étant un des deux hommes qui sont venus chercher le camion. Ensuite, les cellulaires de Mark et de Tim sont détectés au même endroit la nuit du meurtre, pas à la maison où il était. L'ADN de Mark se trouve sur la poignée de porte et sur un briquet dans le Dodge Ram de Tim. Mark rappe aussi les paroles d'une chanson qu'il a écrite à ses amis. Une chanson qui raconte qu'il a tiré sur quelqu'un puis qu'il a brûlé le corps. Je t'en reparle plus tard. Oh my God, sérieux? Et il y a aussi des caméras de surveillance qui montrent Delaine et Mark ensemble avant et après le crime. Et on les voit aussi nettoyer le camion de Tim sur des caméras de surveillance de Millard Air. Fait que c'est quand même assez facile à arrêter. Ah, vraiment, c'est vraiment deux imbéciles, sérieux. Ah oui, dumb and dumber. Donc, Delaine Millard et Mark Smith sont officiellement tous les deux accusés de meurtre au premier degré et ils plaident tous les deux non coupables et ils sont incarcérés dans des établissements différents en attendant leur procès. Là, tu penses que la prochaine section, c'est les procès? Ouais. Mais non. En avril 2014, presque un an après la mort de Tim Bosma, Delaine et Mark, qui attendent toujours leur procès, sont accusés d'un autre meurtre au premier degré. Oh! Il s'agit du meurtre d'une jeune femme de 23 ans dénommée Laura Babcock. Donc, qui est Laura? Laura Babcock, c'est une jeune femme diplômée de l'Université de Toronto. Laura, elle vient d'une belle famille, puis une bonne famille, et elle est considérée comme une gentille fille. Cependant, au début de sa vingtaine, elle tombe dans la drogue, puis elle devient escorte. Bien qu'elle habite toujours chez ses parents, ils se chicanent constamment, donc elle dort souvent chez des amis ou des clients. Au cours de 2011 et de 2012, Laura est hospitalisée une douzaine de fois pour des problèmes de santé mentale. Malheureusement, elle ne demande pas d'aide puis elle s'automédicamente avec des drogues. À cette époque-là, Laura sort avec un dénommé Sean Lerner. Le couple se sépare en début 2012, mais ils restent vraiment très proches. Sean lui offre même un iPad en cadeau pour qu'elle puisse chercher plus facilement un appartement et un emploi. À l'été 2012, Laura, maintenant âgée de 23 ans, a une nouvelle fréquentation du nom de Delaine Millard. Le problème, c'est que Delaine, il y a une copine qui s'appelle Christina Noudga. Laura et Christina, ils se connaissent parce qu'elles font partie du même cercle d'amis. Mais dans la tête de Christina, Laura et Delaine, ils se sont déjà fréquentés, mais c'est chose du passé. Okay. Elle sait donc pas que Delaine il joue sur deux pianos en même temps. Il joue sur deux pianos en même temps. Je la connaissais pas, celle-là. Tu connais pas cette expression-là? J'aime ça. Je l'ai-tu inventée? Je sais pas, mais je trouve ça bon. OK. Non, c'est sûr, j'ai pas inventé ça. Je sais pas, vous nous direz si vous connaissez ça. Christina et Laura s'entendent pas très bien. Et ça, tout le monde le sait. Le jour de l'anniversaire de Laura, Christina, elle envoie un texto qui dit « Joyeux anniversaire, il y a un an aujourd'hui, j'ai couché avec Delaine pour la première fois. » Ouh, OK. À quoi Laura répond « Je m'en fous, j'ai couché avec lui la semaine passée. » Aïe, aïe. Et attends, Christina répond, elle rétorque « T'as-tu oublié de prendre tes médicaments aujourd'hui? T'es juste une bitch psychopathe complètement folle qui veut me piquer mon chum. Tu l'avais, tu l'as perdu. Oublie ça. » Eh boy. Ouais, OK. C'est pas... peu d'amour dans cette relation. Et ça, c'était tout en anglais. C'est ma traduction maison. J'ai écrit une bitch psychopathe complètement folle. C'était Crazy Psycho Bitch. Donc, Crazy Psycho Bitch, ça sonne plus comme intense. Ça sonne mieux que une bitch psychopathe complètement folle. C'était ma traduction. Donc, ensuite, après tout ça, Christina va voir Delaine, puis elle est fâchée, puis elle dit « Je veux qu'elle disparaisse. » Puis lui, il répond « Je m'en occupe. » Delaine envoie ensuite un texto à Laura qui dit « Tu me fais du mal, s'il te plaît, contacte-moi pas tant que tu n'auras pas fait des grosses avancées dans la découverte de toi-même. Okay. Je te l'ai déjà dit, bonne chance dans ta vie. » Et plus tard, Delaine écrit à sa blonde Christina
Il dit « D'abord, je vais lui faire du mal. Ensuite, je vais la faire partir. Je vais la supprimer de nos vies. » OK. La dernière fois que Laura est aperçue, c'est le 26 juin 2012, autour de 21h au coin de Queen Street West et de Roncesvalles Avenue à Toronto. Donc là, comment la police fait pour lier la disparition de Laura à Dylan et Mark, à part le texto? Ouais. C'est grâce à Sean, l'ex-copain de Laura. Le 21 mai 2013, après la disparition / mort de Tim Bosma, il voit Dylan à la télévision. Et là, il a un mauvais feeling. Il se dit, crime, c'est le gars qui fréquentait Laura quand elle a disparu. Et il se rappelle aussi qu'après la disparition de Laura, il avait regardé dans son cell et les 8 derniers appels qui avaient été effectués, c'était à Dylan. OK. Donc là, il téléphone aux parents de Laura pour leur dire tout ça. Et les parents de Laura contactent la police avec la nouvelle information. À ce moment, Laura Babcock est encore considérée disparue. Il faut savoir que sa disparition elle a été signalée par ses parents le 14 juillet 2012. Donc, ça fait presque 1 an. Mais parce que c'est une escorte. Ouais. Adulte, escorte. Voilà. Ils s'en sont pas préoccupés. Mais là, vu qu'il y a un lien avec Dylan Millard, la police décide de se pencher sérieusement sur le cas de Laura. Il faut juste trouver des preuves qui lient Dylan à la disparition de Laura, chose qui va être encore une fois très facile. Bon, une chance. Premièrement, quand Mark Smith a été arrêté, les policiers ont fouillé son logement. Dans les objets saisis, il y a le iPad de Laura, que Sean lui avait donné, qui a été renommé iPad de Mark. Subtil au subtil. Cacher toutes les traces avec ça. Voilà. Et un sac de voyage qui était étiqueté au nom de Laura avec son adresse dessus. Deuxièmement, grâce au tour cellulaire, les experts réussissent à prouver que Laura et Dylan étaient ensemble la nuit du 3 juillet 2012. Ils se sont rendus en voiture chez Dylan, à sa résidence principale à Etobicoke, où ils ont passé la nuit. Le lendemain matin, le 4 juillet, ils ont longé le lac Ontario en direction de la ferme de Dylan. En chemin, le téléphone de Laura, il arrête d'envoyer puis de recevoir des messages. Plus de traces du téléphone de Laura. Mais le téléphone de Dylan continue de fonctionner jusque chez lui, à la ferme. Une fois arrivé à la ferme, Dylan, il prend une photo d'une bâche bleue enroulée comme un tapis avec un objet à l'intérieur. Il prend une photo. Il a pris une photo. Oh my God. Attends, c'est pas fini. Après avoir pris la photo, il programme une alarme dans son cell pour un rappel le 7 juillet. Le rappel dit « Barn Smell Check ». Vérifier l'odeur de la grange. J'allais dire le nom de la dame, c'est genre « Don't forget to... Oublie pas d'enterrer le corps. » C'est ça. Vérifier l'odeur dans la grange. Oh my God. Le même soir, vers 18h, Dylan, il s'achète un nouveau matelas en ligne puis il paie extra pour la livraison rapide. Troisièmement, le 23 juillet à 15h, Dylan envoie un texto à Mark qui dit « Le barbecue est prêt pour la viande. » Vers 22h, Dylan Google « À quelle température se fait une crémation? » Aussi, ce soir-là, c'est même pas fini. Dylan prend des photos avec son téléphone d'objets en train de brûler dans The Eliminator. Ces objets sont ensuite identifiés comme étant des ossements humains. Quatrièmement, en août, Mark invite 2 amis dans le garage de sa mère à Oakville pour fumer du pot. Et c'est là qu'il rappe les paroles d'une chanson dans laquelle il dit qu'il a tué une fille, brûlé son corps puis l'a jeté dans le lac. Donc ça, c'était pas lié à Tim. C'était lié à Laura. Cinquièmement, c'est pas fini, dans l'iPad de Laura, qui s'appelle maintenant Mark's iPad, il y a un autre super rap composé par Mark. Je te fais mon meilleur rap. Oui, traduit. Non, ben là, je te lis en anglais parce qu'il rime. Je vais vous donner la traduction en français, mais il faut que je le dise en anglais, c'est trop bon. Faut que tu le rappes. Tabarnak. The bitch started off all skin and bone. Now the bitch lay on some ashy stone. Last time I saw hers outside the home. And if you go swimming, you can find her phone. Oh boy. Donc, ma traduction maison. Au départ, elle était peau et os. Là, elle repose en cendres. La dernière fois que je l'ai vue, c'était devant la maison. Et si tu vas nager, tu peux trouver son cellulaire. Il rappe ça à ses chums. Il est comme, mon Dieu! Hey, les gars, j'écris un rap. Mais ces personnes-là, c'est donc bien genre les pires êtres humains. Mais c'est encore le syndrome de « je vais jamais me faire pogner puis je suis invincible ». C'est tout le temps ça. Non, c'est des épais.
Ah, vraiment, là? Donc, pour ce qui est de Marc, on est pas mal sûr qu'il a tué Laura. Pour Delaine, ce sera pas plus difficile de l'incriminer. Pendant son séjour en prison, en attendant son procès, Delaine y écrit au total 65 lettres à sa copine Christina. Ah. Dans ces lettres-là, il la manipule d'abord en lui disant que c'est la femme de sa vie, qu'il veut faire des bébés avec elle. Et ensuite, il dit de détruire des preuves. Oh! Puis il demande même de tenter de convaincre des témoins de mentir pour lui. Et il ajoute aussi qu'ils doivent coordonner leur version des faits concernant la nuit où Laura a disparu. Delaine, il demande à Christina de dire que Laura et Marc étaient chez lui, qu'ils consommaient de la coke dans le sous-sol, à la suite de quoi elle aurait probablement fait une overdose. Donc, il dit, si jamais quelqu'un vient te poser des questions, tu dis ça. Il demande aussi à Christina de brûler les lettres, ce qu'elle ne fait pas. Qu'elle ne fait pas. Bravo, Christina. Évidemment, la police a lu toutes les lettres, puis grâce à ça, il est aussi facile de lier Delaine à la disparition de Laura Babcock. Malheureusement, malgré toutes les recherches, la police ne réussira jamais à retrouver le corps de Laura. On s'entend que si elle a été dans l'incinérateur... Un an avant, puis jeté dans l'eau. Exactement, c'est ça. Mais, tu sais, c'est rare de pouvoir condamner quelqu'un sans corps, là, pour meurtre. Mais là, dans ce cas-là... Mais ça arrive quand les circonstances... Genre, quand il n'y a aucun doute mais c'est ça, que là, c'est eux. Dans ce cas, pour les 2 meurtres, il y a comme aucun doute, là. Genre, c'est sûr qu'il se fait... Exactement. Genre, s'il n'est pas trouvé coupable, je suis vraiment fâchée, là. Exactement. Ouais. Donc là, on s'en va-tu au procès? Ouais? Non. Non? Ils en ont trouvé un autre? Après les meurtres de Tim et de Laura, la police, elle se dit que si Delaine et Marc ont une si grande facilité à tuer, ils doivent avoir fait d'autres victimes. Ouais. Ils décident de se pencher à nouveau sur la mort de Wayne Millard, le père de Delaine. C'est vrai. Je te raconte la mort de Wayne Millard 2.0. OK. Une autre version? Une autre version. Le matin du 29 novembre 2012, c'est Delaine accompagnée de son chien Pedo. Je pensais que c'était Pédo. Pédo? C'est Péto. Ah, Pédo. Tout le monde dit Pedo. Je pensais que c'était Pédo. Pédo, ça aurait été drôle. Peto. Qui fait la découverte du corps de son père dans son lit à sa propriété d'Etobicoke. À ce moment-là, Delaine habite avec son père, mais la veille, il avait dormi chez un ami. OK. C'est qui cet ami-là? Mark. Monsieur Schmidt. Monsieur Schmidt. Donc, quand il découvre son père sans vie, Delaine, il appelle pas la police, il appelle plutôt sa mère, Madeleine. Et elle vient le rejoindre. Et c'est elle qui finit par appeler la police. OK. Quand les ambulanciers arrivent, ils découvrent le corps de Wayne qui est couché sur le côté, partiellement recouvert de couverture. Sa tête est en dessous de son bras droit, puis son bras gauche, couvert de sang séché, pend hors du lit. OK. Il est de même. Ouais. J'ai mimé à elle. Faut qu'elle comprenne. Wayne a une balle dans l'orbite de l'œil gauche et sa tête est couverte de sang séché, encore une fois, sur un oreiller imbibé. L'oreiller a aussi une trace de suie noire. Le corps de Wayne est très froid, commence même à noircir. Il est décédé depuis un bon moment. Le médecin légiste estime qu'il est décédé depuis environ 18 heures. Okay. À côté du lit, il y a un sac noir et blanc Lululemon taché de sang dans lequel il y a un revolver de calibre 32 chargé. Les policiers sur place posent des questions à Delaine, qui semble pas trop affectée par le corps sans vie qui est juste à côté de lui de son père. Un bon psychopathe. Delaine explique aux policiers qu'il a tenté de joindre son père plusieurs fois depuis hier, mais qu'il répondait pas. C'est pourquoi il était venu voir si tout allait bien ce matin. Il ajoute que son père, c'est un alcoolique, il est dépressif, probablement parce que l'entreprise Millard Air va pas très bien en ce moment. Donc, il donne genre des motifs pour son suicide. Le jour même, les autorités concluent à un suicide puis ils ferment le dossier. Lorsque les enquêteurs réouvrent le dossier en 2013, il leur semble évident que la mort de Wayne aurait dû être traitée comme un homicide et non comme un suicide. Et aussi que la scène de crime a été largement contaminée. Ça arrive tellement souvent. Ouais, vraiment. Comment elle a été contaminée? Je te dis ça.
D'abord, l'arme à feu qui a été utilisée pour tuer Wayne a été déplacée avant d'être photographiée. Le médecin légiste l'a prise dans ses mains puis l'a remis là, avant que la photo ait été prise. Oh. Aussi, l'oreiller avec la trace de suie noire, les couvertures, puis le sac Lululemon n'ont même pas été saisis, donc ils n'ont pas été analysés. OK, pas du tout. Non. Autre point, dans la chambre où Wayne s'est supposément suicidé, les enquêteurs de 2012, donc les premiers, ils ont trouvé des analgésiques puis des relaxants qui n'ont même pas été saisis comme pièce à conviction. Les médicaments n'ont pas été pris en photo puis aucune mesure n'a été prise entre le corps et les cachets. On ne sait même pas s'il y a un lien avec ça. Genre, ils n'ont pas fait un test toxicologique. Ah, ils n'ont rien fait. Ah, boy. C'est un suicide, ciao, bye. Le jour même, ils ont dit que c'est un suicide fini. En 2012, si l'affaire avait été considérée comme un homicide, la police serait revenue avec un mandat de perquisition. Il aurait fouillé la maison, mais ça n'a pas été fait. Dellen est donc traité comme un témoin à cette époque-là et non comme un suspect. Le 3 décembre, 4 jours après la mort de son père, Dellen ferme la compagnie Millard Air puis cesse toutes les activités de la compagnie. Ouais. Ensuite, Dellen et sa mère convoquent tous les employés de Millard Air à une réunion dans le hangar de l'aéroport à Waterloo. Et c'est là qu'ils sont informés que l'entreprise ferme ses portes et qu'ils perdent tous leur emploi. Live. Live, d'un coup. OK. Et ils concluent en annonçant que Wayne Millard est décédé d'un anévrisme. Ah! OK, ça, c'est vraiment weird. Ouais. Pourquoi avoir plusieurs versions? Aucune idée. Dellen annonce aussi à Janet Campbell, la copine de Wayne, par courriel, que son père est décédé. Mais voyons. Que son mari... Que son chum du moment s'est suicidé. Tabarouette. Janet, elle comprend pas parce que la veille, elle a parlé au téléphone à Wayne pendant plusieurs heures, puis tout allait bien. Puis il faisait même des plans pour l'anniversaire de Janet qui s'en venait dans quelques jours. Elle comprend vraiment rien. Janet, elle avait jamais rencontré Dellen, mais au funérailles de Wayne, c'est là qu'elle l'a rencontré. Puis Dellen, il lui a donné son cadeau d'anniversaire que Wayne lui avait acheté. C'était des leçons d'aviation. Pauvre-t-il. Il avait acheté un cadeau. Oui. Pas quelqu'un qui a l'intention de partir, ça. Non. Donc, avec toutes les incohérences dans la scène de crime, les tours cellulaires qui prouvent que Dellen se trouvait chez son père le 29 novembre, même s'il a confirmé qu'il était chez Marc, le fait que Dellen et son père avaient une relation extrêmement conflictuelle, dont tout le monde était au courant, et, le coup de grâce, l'ADN de Dellen qui est retrouvé sur l'arme qui a tué Wayne. Avec tout ça, il est facile pour les autorités d'arrêter et d'accuser Dellen pour le meurtre de Wayne Millard. 3e meurtre. Oui. C'est tout? Attends. Hein? Attends, j'ai mis une note ici. J'ai écrit comme parce que le décès de Wayne avait initialement été traité comme un suicide, l'ADN n'avait pas été testé sur le gun. C'est la réouverture du dossier qui ont fait en sorte qu'ils ont trouvé l'ADN. Ils avaient gardé le gun au moins. Au moins. Déjà ça. La seule affaire qu'ils ont gardée. Donc là, les procès. Enfin. Et là, parce qu'il y a 3 meurtres, 2 accusés, c'est un peu compliqué. Toutes différentes dates. J'ai fait un résumé des 3 procès. Okay? Donc, le premier, c'est celui pour le meurtre de Tim Bosma. Donc, le procès a lieu en février 2016. Dellen et Marc, tous deux, sont accusés du meurtre au premier degré. Le verdict arrive en juin 2016, sont trouvés coupables. Good. Donc, ils reçoivent chacun une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ensuite, le procès pour le meurtre de Laura Babcock a lieu d'octobre à décembre 2017. C'est très long. Dellen et Marc sont encore une fois accusés de meurtre au premier degré. Et ils sont encore une fois trouvés coupables. Yes. Ils doivent purger une autre peine à perpétuité consécutive à l'autre. Ils sont donc éligibles à la libération conditionnelle après 50 ans. Finalement, vient le procès pour meurtre de Wayne Millard. Ce procès-là, il est juste pour Dellen. Il a lieu en juin 2018. Dellen est accusé encore de meurtre premier degré. Le verdict tombe en juin 2016. Il est encore coupable. Donc, c'est une 3e peine de 25 ans consécutive qui est ajoutée aux 2 autres. Donc, 75 ans sans libération conditionnelle pour Dellen. J'ai fait une petite liste de faits intéressants parce que je voulais pas aller dans le détail de tous les procès parce que c'est long et long et long. Dellen et Marc ont plaidé non coupables à toutes. Toutes. C'est pas eux, jamais. Ouais. Dellen a décidé de se représenter lui-même au procès pour le meurtre de Laura. Classique psychopathe. Ça s'est pas bien passé. Pour ses 2 autres procès, il a engagé le même avocat, Raven Pillay.
Maître Reverend Pillett. Les procureurs de la couronne ont été les mêmes pour les procès des meurtres de Tim et de Laura. Aussi, fait intéressant, Dellen aura 102 ans quand il sera admissible à la libération conditionnelle. Marc en aura 76. Fait qu'ils seront plus... J'imagine que Dellen ne sera plus là, rendu là, à 102 ans. Non. Aussi, je voulais parler un petit peu du procès de Wayne Millard un peu plus en détail. Au procès, le médecin légiste Dr. Erath témoigne au sujet du coup de feu qui a causé la mort de Wayne. Mm-hmm. Il explique que la balle a été tirée à bout portant dans l'orbite de l'œil, puis ça s'est arrêté au centre de son cerveau. Il n'y a pas de trou de sortie de balle. Okay. Il y a des images explicites du visage de Wayne puis son orbite exposée qui ont été montrées à la cour. Ça a l'air qu'il y a du monde qui sont sortis. Je comprends. Pour montrer que le coup de feu a détruit son globe oculaire puis qu'il l'a tué sur le coup. Moi, il n'a pas souffert. Dr. Erath dit aussi que l'œil de Wayne était probablement fermé lorsqu'il a été touché par l'arme. Voyons, j'ai l'âme comme ça. Dr. Erath dit que l'œil de Wayne était probablement fermé lorsqu'il a été touché et que l'arme était directement sur ou environ à 1 cm de son œil. Oh. Il explique aussi que pour que Wayne ait pu se tirer une balle dans la position dans laquelle son corps a été retrouvé, il aurait dû tenir son arme d'une manière techniquement possible, mais vraiment improbable. Mm-hmm. Donc, les chances qu'il se soit tiré lui-même sont extrêmement faibles. Mm. Et il ajoute qu'il n'y avait pas de résidu de poudre sur la main gauche de Wayne, dans la main qu'il aurait utilisée pour se tirer dans la tête. Mm-hmm. Donc, c'est pas lui. C'est vraiment pas lui. C'est pas suffisant. Dellen et Mark font tous deux appel de leur condamnation pour les meurtres de Tim Bosma et de Laura Babcock. Et en 2023, ça a été rejeté. Et Dellen fait aussi appel de sa décision concernant sa condamnation pour le meurtre de son père, qui a aussi été rejeté. Yes. Tu restes où ce que t'es. Et là, fun fact, en même temps que toutes ces procédures d'appel ont lieu, parce qu'ils ont fait appel des 3 procès, Dellen y a agressé un autre prisonnier avec une arme blanche en prison, donc il a été accusé et encore reconnu coupable. Il a reçu 1 an de prison à purger en même temps que ses 3 autres peines. Tu sais, il se laisse rendu là. Genre, il peut faire ce qu'il veut, là. Il est mort de rire, le gars. La partie frustrante, OK? Dellen et Mark font une demande à la Cour suprême du Canada pour réduire leur période d'admissibilité à la libération conditionnelle à 25 ans. Mm-hmm. Leurs demandes ont été acceptées, les deux. Aujourd'hui, en 2025, parce que ça fait déjà un bout qu'ils sont en prison, sont donc éligibles à la libération conditionnelle dans à peu près 13 ans. OK. Ce qui est rien. Non, c'est ça. Mais... Ils ont tué du monde. Il y a beaucoup d'autres meurtriers qui ont tué qui ont tué plusieurs personnes, qui ont fait cette demande-là. Et ils ont aussi obtenu la réduction de leur période de libération conditionnelle à 25 ans. Entre autres, dans les cas qu'on a faits, il y a Edward Downey qui a assassiné Sarah Bailey et sa fille de 5 ans, Talia. Et il y a aussi Alec Minassian de l'attaque à la camionnette de Toronto en 2018 qui a causé la mort de 12 personnes puis qui en a blessé une panoplie d'autres. Mais c'est parce que la loi a changé. Oui, c'est ça. La loi a changé. Et j'ai lu qu'au total, il y a une vingtaine de meurtriers qui ont fait des multiples meurtres, qui ont fait cette demande-là. Et ils ont tous obtenu gain de cause. Ouais. Tout le monde. Ben, c'est ça. Parce que la loi qui permettait de donner plus que 25 ans ferme, elle n'existe plus. Oui, je sais. Bon, là, on en a parlé dans un autre épisode aussi. Je l'ai décrit plus en détail, mais genre, ça revient encore au point que tant qu'à tuer une personne, t'en tues 15 parce que tu vas faire 25 ans anyway. Mais tu sais, ça reste prison à perpétuité. Fait que si la personne est jugée dangereuse, après 25 ans, elle ne pourra pas sortir. Fait que mais en même temps, s'il y a un comportement exemplaire pendant 25 ans puis il dit qu'il regrette, ben c'est ça. On espère que les psychologues puis les gens qui évaluent tout ça en prison, ils vont faire le bon job. Et qu'ils le verront derrière le psychopathe manipulateur qu'il est. J'ai l'impression que ça tombe vraiment sur l'opinion d'une personne, genre, on dirait. Oui. Ça, c'est la personne qui étudie le dossier et qui fait comme, OK, moi, je pense que ce gars-là, il est chill. Je sais qu'il y a une commission des libérations conditionnelles. Oui, c'est ça. C'est sûrement plus qu'une personne. Mais j'espère. La commission, c'est juste un dude. Je sais pas, ils sont combien pour vrai? Je sais pas ça. Non, mais c'est parce que je pense aux juges
Oui, c'est vrai que le juge, ça tombe sur une personne. C'est ça. Mm-hmm. Tu sais, ça dépend Puis- si le juge est... Oui, puis il y a des juges il plus, aime tu sais, pas la face, qui c'est sont fini. reconnus pour être plus sévères que d'autres. Ouais. Puis tu sais, c'est comme... Ouais, ça reste un être humain derrière des décisions, là. C'est fou. Ouais. En tout cas, ouais. Mm. Les autres, j'espère que... hein. On leur souhaite de rester très longtemps. Oui, mais j'aimerais ça que la loi elle change. J'ai écouté les témoignages de, mettons, Charlene, la femme de Tim Bosma, puis elle est comme... Ça veut dire que moi, dans 13 ans, là, elle dit ça, elle pleure dans un témoignage devant les médias, puis elle dit, dans 13 ans, ma fille, elle va voir que le gars qui a tué son père, les 2 gars qui ont tué son père, ils vont peut-être être Mm-hmm. libérés, puis ils peuvent être n'importe où, là. Mm. Elle dit, elle va devoir se battre. À chaque fois À qu'il chaque demande fois, une audience exactement. pour libération, il va falloir qu'elle se pointe, puis qu'elle Exactement. témoigne. Puis, ouais, non, c'est... Ça a dit, elle va mener un combat que je pensais avoir mené pour elle. Mm-hmm. Genre, elle pensait que c'était réglé. Là. Ouais. Le gars était 75 ans en prison. Mm-hmm. Mais finalement, non. Ah, j'avoue que moi, je suis partagée parce que, tu sais, dans certains cas, je suis comme, oui, genre, celui-là, garde-le en prison, mais en même temps, je comprends que le système, tu sais, notre système carcéral, il est vraiment basé sur la réinsertion, puis la deuxième chance, puis tu sais, ça, je trouve que ça reste un principe vraiment important. Parce que dans 99% des cas, tu sais, ça vaut la peine de travailler pour la réinsertion. Mhm. Mais dans certains cas, comme celui-là, Dans certains c'est cas, sûr que c'est ça ça. vaut pas la peine. Ben, les meurtres multiples, tu sais, je sais Ouais, pas. Ben, je comprends, tu sais, dans l'autre épisode qu'on en avait parlé, tu sais, c'est de pas donner de chance à... Comme de pas avoir de lumière au bout du tunnel pour quelqu'un qui est en prison. Il va faire, mais pourquoi je deviendrais une meilleure personne si, anyways, je sortirais jamais d'ici? C'est ça. J'ai aucune chance, fait pourquoi je me forcerais? Pourquoi, tu sais, Mais en même temps, tu vois, elle, la fille de Tim Bosma, elle va devoir peut-être croiser ce gars-là dans la rue, genre, tu sais. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Il a tué son père pour aucune maudite raison. Pas que t'as besoin d'avoir une raison, mais genre... Charlene, elle pleure puis elle dit « It was a truck. Just a stupid truck. » Ça, là. Genre, ils l'ont tué pour aucune raison. Aucune raison. Tu sais, son père, c'était pour l'argent, puis il s'entendait pas bien. L'autre, conflit avec sa blonde. Mais genre, Tim Bosma, là, pas rapport, là. Genre, vole le truck, bien laisse-le en vie, là, genre. Pourquoi tu l'as tué? Un truc dont t'as pas besoin. Genre, en plus. T'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin... En plus. Tu veux juste le détruire. Le gars, il est millionnaire, là. C'est encore c'est vraiment le pire trou de cul. Ouais. Voilà, moi je veux qu'il... Si j'avais à rebaptiser l'épisode, mais je vais lui donner le nom que tu m'as dit, mais sinon je l'appellerais le pire trou de cul. Je serais quand même d'accord. Ça fesse quand même. Parce qu'on en a fait beaucoup, mais genre lui, il est particulièrement une personne horrible. Dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Vraiment. Tu sais, Tim, là, c'était genre la personne la plus normale, genre un bon papa, là, il allait au travail le matin, il revenait le soir, puis il donnait des bisous à sa femme puis à sa fille de 2 ans, là. Ils ont été mariés pendant 3 ans. La petite, elle avait 2 ans. Mais pas que Laura ou puis Wayne le méritaient, là. Non. C'est juste que Tim, ça fesse beaucoup. Ouais. Bref. Bon, ben, merci pour cette histoire fâchante, horrible. Plaisir. Bonne journée. C'était une belle semaine. Oui, une belle semaine. Et on se revoit dans 2 semaines avec notre dernier épisode avant l'été. Oui, c'est vrai. Dans 2 semaines, dernier épisode de régulier avant l'été. Mais on va préparer plein de bonus. Plein de bonus pour les Patreons pendant l'été. Si vous êtes trop en manque, il va en avoir. Il va en avoir. Ben, plein. Pas plein. tant. Ben, genre 2, 3. Avance-toi pas parce qu'on les a pas enregistrés. On les a pas faut que je les écrive. Passez une belle semaine. Bye. Bye. À la semaine prochaine. Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Harvey. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku. Bye!